Le thème de la conférence à laquelle vous allez assister, c'est sur le vide que l'on ressent en soi. Donc bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mais la plupart me connaissent, hein, mais on ne sait jamais. Donc je suis psychologue, psychothérapeute. Je suis aussi conférencière, comme je disais tout à l'heure, j'ai produit plus de 575 vidéos sur ma chaîne YouTube quand même. Et ça fait une dizaine d'années que je suis sur le thème de la relation amoureuse ou de l'amour. Et donc, je décortique les mécaniques relationnelles sous tous les angles. Et donc, j'ai aussi écrit des livres sur des problématiques, notamment de dépendance affective, les profils amoureux. Et puis, là, c'est un thème ce soir que je vais développer, que je n'ai pas abordé de manière précise. En général, je le survole un peu à l'intérieur des développements des conférences que je donne, des concepts que je donne, mais je ne me suis jamais appesantie sur le sujet. Et c'est un sujet qui est énorme parce qu'il est à la source de toutes les problématiques amoureuses ou relationnelles. Amoureuses ou relationnelles familiales ou relationnelles même avec soi. Et vous allez voir que le thème du vide affectif, qui est un thème quand même existentiel, il est à examiner de très près, comme on va le faire aujourd'hui, parce que ça vaut la peine de s'y intéresser de très près, au moins pour vous, pour y réfléchir et vous questionner, et ensuite pour passer du temps pour examiner cette question qui vous concerne, qui nous concerne tous, mais comment vous l'apprivoisez, comment vous l'appréhendez, cette question du vide affectif, et jusqu'où vous avez des symptômes par l'envie d'y échapper, de le fuir, de ne pas le rencontrer vraiment, et ce qui est l'humain, parce qu'on n'a pas vraiment envie de se colter de vide affectif très longtemps, hein, c'est ce qu'on appelle les moments creux, et dans la journée, on est tous confrontés à ces moments de creux, de vide affectif plus ou moins puissants. Il y a tous les moments en creux dans la journée où vous êtes là, c'est un peu vide, c'est un peu rien, un peu bof, et qu'à ce moment-là, vous avez envie de grignoter, vous avez envie d'appeler la copine, vous avez envie, mais qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Quelle est ma to-do list? Qu'est-ce que je vais faire demain? Quel est mon prochain voyage? Etc. Tout ça, allez-y, hein, installez-vous. Tout ça, c'est les petits moments en creux qui parlent du vide affectif. C'est pour ça que même quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas concerné, vous êtes concerné. On est tous concernés par cette question. Après, moi, je vais développer plutôt dans cette conférence comment on peut avoir un curseur assez important sur le vide affectif, comment on peut être vraiment très dérangé par le vide affectif, comment on peut partir dans la relation amoureuse à partir de cette problématique du vide affectif et se noyer et se perdre dans la relation amoureuse parce que justement on n'a pas travaillé sur le vide affectif suffisamment, on n'a pas été rencontrer ça et tolérer ça, et donc c'est vraiment un sujet essentiel. Alors, je vous parlerai dans cette conférence, je ne vais pas tellement m'appesantir sur les pistes pour vous en libérer. Ça, je vais le survoler, parce que ça mériterait vraiment un travail individuel ou un travail de groupe. Ce n'est pas quelque chose c'est pas magique, quoi. C'est vraiment un chemin initiatique, hein, travailler sur le vide existentiel, le rencontrer. Ça fait travailler aussi sur la solitude, sur notre peur de la solitude. C'est quelque chose, je vous dis, d'énorme. Donc, ça mérite un vrai travail en profondeur. Alors, je peux vous donner quelques idées, je donnerai quelques idées de pistes pour être moins concerné, moins en contact avec le vide qui vous panique ou qui vous fait peur. Mais à un moment donné, plutôt que de fuir sans arrêt et d'y échapper par des distractions diverses et variées que moi j'appelle de l'agitation, à un moment donné, c'est bien de faire un vrai accompagnement là-dessus quand vous vous sentez vraiment concerné. Je parlerai donc plutôt dans cette conférence des symptômes, hein, comment, quand on est en contact avec ce vide affectif et qu'on ne va pas bien avec, quels symptômes on développe, donc là je vous en parlerai. Et puis après, ce que j'avais envie de vous développer, pourquoi on est tous concernés par le vide affectif et les points de vue des différents philosophes, des auteurs, qui se sont intéressés depuis tous les temps. On s'est intéressé à la question du plein, du vide, du néant, du rien, de l'être et du non-être. Et donc le vide, c'est aussi ça, hein, c'est aussi être ou ne pas être, to be or not to be. On va jusqu'à là. Et la question du néant, hein, le vide,
c'est aussi sentir ou appréhender, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose, qui suis-je, où vais-je, c'est aussi toutes ces questions existentielles qui nous traversent. Donc on est tous concernés. Et j'avais envie de donner aussi des points de vue différents, des points de vue de la physique aussi, ou des points de vue des différentes philosophies, pour vous donner un peu des réflexions à mûrir sur la question du vide ou du néant. Donc la définition, bienvenue, hein, il y a encore des places, la définition du vide affectif est en lien avec le manque affectif. Donc c'est la notion de carence qui prend racine dès le plus jeune âge. Ceux qui sont très en contact avec le vide affectif, en fait, en général, c'est qu'il y a eu des carences quand ils étaient plus jeunes et que les besoins de sécurité de l'attachement de l'enfant n'ont pas été comblés, soit par maltraitance, soit par négligence. Et donc, ces enfants qui se sont construits comme ça, avec ces carences affectives, on n'a pas assez pris soin d'eux, ils se retrouvent à l'âge adulte avec cette problématique du vide affectif où ils sentent physiquement dans leur tripes que très souvent dans la journée ou quand il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui remplit le vide, ils se sentent un peu vides. Voilà. Ils le disent d'ailleurs, hein. Il y en a qui disent « je me sens vide ». Et j'ai peur de ça, et c'est physique, très souvent c'est dans les tripes que ça se passe, ça peut être une sensation d'oppression, ça peut être dans la poitrine, dans le cœur ou dans le ventre, il y a quelque chose de l'ordre de je me sens vide, je me sens pas bien, c'est pas confortable, c'est pas agréable, et il y en a qui peuvent même être en contact avec, au pire, le vide panique. Donc ils paniquent à l'idée de se retrouver dans le vide, et vous voyez comme c'est très proche de la solitude, de la peur de la solitude, ce qu'on appelle la solitude. Alors plus vous avez eu dans l'enfance des blessures d'abandon ou de rejet, plus vous allez avoir ce sentiment de solitude ou l'idée du sentiment de solitude qui va être fort. Et vous allez du coup, pour éviter de rencontrer ça à l'intérieur, vous allez partir sur les autres, vous allez demander aux autres de vous regarder, de vous applaudir, de vous valoriser, de vous faire vous sentir exister. Hein. Donc vous allez rechercher des réponses à l'extérieur de vous pour éviter de sentir ce noyau du vide que vous avez touché quand vous étiez enfant et qui, à l'époque, quand vous étiez enfant, vous a mis en contact avec de l'impuissance. Parce que quand l'enfant n'a pas été protégé ou négligé ou maltraité, il y a des zones d'impuissance chez l'enfant. L'enfant se sent impuissant et du coup, il fait avec. Donc, il se sent seul, pas protégé. Il va gérer comme il peut, mais en même temps, quand il va grandir, dès qu'il se retrouve dans ces zones, dans ces espaces de solitude, soit visités, soit imaginaires, à l'idée d'être seul demain ou d'être seul sans personne qui va remplir mon vide, comment je vais faire? Donc vous allez voir que plus vous êtes en contact avec ce vide et que vous l'évitez, plus vous allez fuir dans des distractions diverses et variées, que ce soit le plus tragique et le plus facile, c'est la relation amoureuse, c'est l'idée que quelqu'un va venir combler mon vide. Quelqu'un, alors après on va jusqu'aux âmes sœurs si vous avez envie de vous marrer avec ça. Vous allez, bon, alors moi je vais parler du mythe de la relation amoureuse, hein, de l'amour romantique, mais il y en a qui vont jusqu'à la flamme jumelle, à l'âme sœur, enfin tout ce qu'on veut, qui attendent la bonne, aujourd'hui on appelle ça la bonne personne qui va venir combler mon vide. Voilà. Donc c'est toujours partir à l'extérieur pour ramener à l'intérieur. Hein. Ici c'est vide et je vais ramener quelque chose de l'extérieur. Il y en a qui vont se noyer dans le boulot, il y en a qui vont se noyer dans d'autres distractions. Qu'est-ce qu'ils vont se noyer dans quoi? Dans la vie familiale, être une bonne mère, dans des objectifs à accomplir. Et puis vous verrez qu'on peut aussi se noyer dans les addictions, dans les compulsions alimentaires, dans l'intensité passionnelle, dans tout ce qu'on veut, dans l'intensité des sports au niveau, enfin des sports intenses. On peut se noyer dans plein de trucs pour éviter ce vide. Donc remplir l'agenda, remplir par de l'état amoureux, remplir par quelqu'un qui va me faire me sentir exister, donc ne pas sentir ce creux, ce manque. Voilà. Donc je voudrais vraiment partager avec vous, examiner ça de très près. C'est à la source de toutes les problématiques amoureuses. Il n'y a pas une problématique amoureuse qui n'est pas en contact avec cette origine qui est le vide. C'est pour ça que c'est tellement essentiel que merci d'être là. Alors, et d'ailleurs, je lisais ça tout à l'heure, je me disais, tiens, je vais leur dire, très souvent le sentiment de vide est décrit comme une plaie qui recouvre toute une grisaille désagréable. Hein. Plis,
qui, tel un fluide, pénètre dans tous les espaces de l'âme qui se trouvent souvent désertés à la fois par le plaisir et le déplaisir. Vous avez des gens qui parlent du vide, même des auteurs aussi, hein, en littérature, et qui le décrivent comme ça, hein, qui disent voilà, il n'y a plus rien, j'ai plus envie de rien. Alors on peut trouver aussi des troubles dépressifs chroniques ou de l'anxiété qui sont des personnes qui ont un noyau comme ça, où ils sentent vraiment le vide. Et donc il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de... La libido, qui est l'énergie vitale, elle fuit en fait. Et donc voilà, et dès qu'ils se retrouvent en face d'eux-mêmes, il y a cette espèce de grisaille qui apparaît. Donc s'il n'y a pas quelqu'un là-bas qui les anime, hein, comme je dis souvent, il n'y a pas quelqu'un qui fait Géo Club Med pour t'animer en face, eh bien, ils se sentent vides d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Ou dans la grisaille. Et ça, c'est dommageable. Et ça, il va falloir s'en occuper et s'attarder sur cette question. On verra comment tout à l'heure. Mais en tout cas, de ne pas fuir tout le temps ce vide pour éviter de sombrer dans ces espaces de grisaille, d'anédonie, on appelle ça l'anédonie, hein, l'incapacité d'aller au plaisir, de ne pas aimer la vie, quoi. Alors, les symptômes, les symptômes les plus communs, hein, c'est la peur de l'abandon, hein, pour éviter le vide, la jalousie aussi, hein, ça fait partie des symptômes des gens qui ont été souvent abandonniques et qui veulent pas lâcher quelqu'un parce que sinon ils vont se retrouver tout seuls. L'incapacité à prendre des décisions, l'insatisfaction chronique est en lien avec les problématiques de vide affectif, le manque d'estime de soi, les comportements compulsifs, surconsommation d'alcool, de tabac, de drogue, de jeux vidéo, je l'ai dit, de travail, ou encore l'anxiété. Tout ça, on va retrouver des problématiques de mal gérer ce vide affectif. Donc vous voyez que les symptômes, ils sont très diversifiés, très larges, et qui n'est pas concerné par ces problèmes de comportement un peu compulsif, de partir, soit se distraire soit des addictions, ou même de l'insatisfaction chronique. Quelqu'un qui me dit « mais moi je ne suis jamais satisfait, c'est jamais assez bien, donc je passe d'une personne à une autre, je ne suis jamais assez comblé, etc. » Ça veut dire que j'attends d'être comblé. Je ne suis jamais assez comblé, je suis frustrée, ce n'est jamais assez bien, ou moi je ne suis jamais assez bien, ou la relation n'est jamais assez comme je l'espère, c'est que j'ai ce problème avec le vide affectif. Voilà. C'est important de le voir comme ça, vous voyez, c'est un angle de vue que je ne vous avais jamais donné encore. Alors, donc les stratégies pour le remplir, c'est mettre quelque chose au milieu du vide. Remplir, mettre quelque chose. Alors, soit avoir un agenda avec plein de trucs programmés partout, comme on l'a vu, rester très dans le mental. Souvent, c'est mental. C'est à l'idée que je vais avoir un plan sympa, je vais me mettre sur un réseau, un site de rencontre. Ça y est, ça va être bien, il va se passer quelque chose. Dans mon futur, quelqu'un va arriver sur son cheval blanc et donc ça va remplir mon vide, par exemple. Avec la relation amoureuse, ça fait ça. Sauf que plus vous faites ça, et quand ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, qu'est-ce qui se passe? Vous retournez au manque. Donc ça va encore plus renforcer le sentiment du manque quand vous n'avez pas ce que vous voulez. Et donc ça va renforcer, j'ai pas de valeur, personne ne me reconnaît, je ne suis pas quelqu'un d'assez bien, je ne suis pas quelqu'un d'assez bon, d'assez lumineux, je ne suis pas assez aimable. Donc ça ne va pas vous aider. Et puis vous allez alimenter le manque, l'idée du manque. Alors ça je l'entends tout le temps, toute la journée, puisque moi comme je travaille sur la relation amoureuse, toute la journée j'ai des patients qui ne me parlent que de ça. Je manque de câlins, je manque d'amour, je manque de sexe, je manque de tendresse, je manque de complicité, je manque de partage, je manque et je n'entends que je manque. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que quand je mets mon attention sur le manque, on est vraiment ici dans cette histoire du vide affectif, j'attends d'être rempli, d'être nourri par les autres. D'accord ? Donc je manque. Alors, plus j'alimente l'idée du manque, plus je vais... L'idée du manque, qui est mentale, moins je suis en contact avec ce qui se passe ici et maintenant. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de dramatique à alimenter l'idée du manque. J'ai manqué quand j'étais petit, je manque et je manquerai. Et voilà comment je me tourne. Et alors après, j'appelle la copine. Oui, je manque en ce moment, voilà, alors, comment je vais faire et hop, et la copine, moi aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, voilà. Donc, on peut tourner en boucle sur nos manques
et rester en mode victime de je manque et je manque et je manque et pleurer sur son sort. Sauf que pendant qu'on fait ça, on n'est toujours pas en contact avec le vide. On ne va pas examiner cette part de nous, cette part de l'ombre en fait, qui est le vide existentiel, qui est commun à tous les humains. Voilà, donc dès la naissance, on sent cette absence de soi, hein, ce manque de soi, parce que ce n'est pas le manque de l'autre. Donc arrêtez de vous raconter des cracks en vous disant « il me manque quelqu'un aux Galeries Lafayette ». Ce n'est pas le manque de l'autre, c'est le manque de vous. C'est le manque de soi-même en fait. C'est une absence de soi. Hein. C'est ça le vrai truc à piger, c'est pas l'absence de l'autre, c'est l'absence de moi. Je me manque à moi-même au lieu de dire il me manque quelqu'un, il me manque quelque chose, il me manque du sexe, de la tendresse, machin. Il me manque moi. C'est moi qui me manque à moi-même. Et vous allez retourner, au lieu de dire quelqu'un me manque, donc ok, c'est la plainte, et bien au lieu de faire ça, vous allez dire je manque à moi-même. Comme je dis souvent, la phrase de retournement, c'est pas il m'abandonne, c'est je m'abandonne. Il me manque, je me manque. Et je ne suis pas en contact avec ce qui se passe. Je ne peux pas profiter de ce qui se passe puisque je passe mon temps dans le manque. Et vous n'êtes jamais heureux comme ça. C'est juste de la plainte en fait. Hein. Vous êtes victime de votre propre sort. Donc, dès la naissance, au moment de la séparation hein, avec la matrice, hop, on est projeté comme un cosmonaute. C'est violent. Hein, c'est vraiment un traumatisme violent, la naissance. Et donc, on se retrouve seul, perdu dans l'univers. Alors, la mère, si elle est sympa, elle nous prend dans les bras, elle nous regarde, elle nous fait des câlins. Oh là, mon chéri, mon chéri. Mais néanmoins, il y a quand même ce sentiment de séparation. Et cette angoisse, c'est l'angoisse d'être perdu dans cet univers, en fait, d'être seul, perdu. Et ce sentiment de solitude et de séparation, vous l'aurez jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre mort. Ça ne va jamais, c'est l'ombre. Hein. Donc, ça ne partira jamais, quelque part. Donc dans ce travail du vide affectif, de l'ombre, il y a aussi quelque chose à piger, qu'on ne se séparera jamais de ce vide, mais si on le fuit tout le temps, en cherchant l'âme sœur, ou en cherchant à combler, en faisant des milliers de trucs, en courant dans tous les sens, en faisant la fiesta, en bossant comme un dingue, en faisant je ne sais pas ce que vous voulez, en faire, en croyant que c'est ça le bonheur, en s'accomplissant, c'est comme ça que vous allez être heureux. Bien non, vous évitez toujours cette question du vide affectif et vous ne le rencontrez jamais, vous ne le guérirez jamais. Même si ça ne se guérit jamais, il y a quelque chose à dire, ok, à un moment donné, je vais m'arrêter sur cette question, vraiment, et je vais aller visiter ça. Et on verra ça un peu plus tard. Parce que ce n'est pas toujours évident de visiter le vide quand il y a eu des carences et de l'abandon enfant. C'est pour ça que je disais que des fois, il faut se faire accompagner. Mais c'est l'absence de soi, c'est l'absence de présence de soi. Et on peut parler, alors, en spiritualité, on vous dira, mais c'est l'être. Vous n'êtes pas en contact avec l'être, vous êtes en contact avec le faire. Si je fais ça, je vais obtenir ça. J'ai des objectifs à atteindre, ma vie n'a du sens que si j'atteins ça, si je fais un couple, une famille, des enfants, des ceci, des cela, alors là, je vais être heureux, je vais être comblé, je vais être ceci. Vous êtes gentil, mais à un moment donné, vous n'êtes pas en relation avec l'être. Et vous vous perdez dans les objets à l'extérieur, dans ces idées, dans ces croyances. Et bien souvent, ce qui se passe, pour certains, vous arrivez à faire une maison, une famille, un couple, un chien, un jardinier, une femme de ménage, tout ce que vous voulez, là, tout ce que vous aviez envie, tout ce dont vous avez rêvé, vous avez tout ça, et ça ne va toujours pas. Ah, comme c'est bizarre. Ah oui, parce que vous n'avez pas été en contact avec vous à l'intérieur, dans cette absence de soi, vous n'avez pas été rencontrer ça, et vous avez cru que si vous aviez tout ce dont vous avez rêvé, ça allait être le bonheur, et ça y est, c'était plein, et ça y est, c'est bon, c'est fini, voilà, c'est bon, c'est plein, c'est tout ce que je voulais au magasin, j'ai tout ce que j'ai voulu, j'ai tout acheté, et maintenant c'est bon, c'est fini, c'est terminé, je suis dans le bonheur et je nage dans le bonheur. Eh ben non, hop, 5 minutes après, vous retournez au manque. Et même ce qui est important de dire là-dedans, même des personnes qui sont dans des couples qui apparemment ont l'air chouettes, il y a des gens qui vont bien en couple, hein, ils ne sont pas tous malheureux, hein, eh bien ils ont souvent à deux ce sentiment de solitude ou ce sentiment de vide. Ça n'empêche pas de se connecter au vide et d'être pas bien dans des moments de manque. Regardez dans les expériences amoureuses où vous avez été en couple, il y a eu plein de moments où vous vous êtes senti seul, en désaccord, en désunion, non compris, non comblé, insatisfait, et donc en contact avec ce vide et ce manque. Alors que vous étiez censé être à deux, que ça se passait bien, on est bien dans la main, on se regarde, on fait cheese et tout. Dans les apparences, tout va bien. À l'intérieur, vous sentez ce creux, ce manque. Et c'est toujours là. Donc on peut être à deux, on peut être en groupe.
Là, on est en groupe. Il y en a peut-être qui, dans la salle, en ce moment, ou ceux qui vous m'écoutent, là, vous pouvez sentir, OK, vous m'écoutez, ben, c'est bien. Mais il peut y avoir à l'intérieur un vécu de manque, de quelque chose qui n'est pas rempli, qui n'est pas plein. Hein. Parce que l'inverse du vide, c'est le plein. Donc on est dans la polarité opposée, d'accord? C'est important, moi je travaille souvent sur les polarités. Dans le plan relatif, il y a toujours les deux. Donc on va chercher le plein, à se compléter, parce qu'on vient du sentiment de séparation, donc on cherche à être complet, sauf qu'on ne le sera jamais. On ne sera jamais complété, ni comblé par un autre. On aura des moments de complétude que vous pouvez expérimenter de temps en temps, ou même avec un ami, une amie, à des moments où vous vous sentez plein, complet, tout va bien, vous avez besoin de rien, vous manquez de rien. Et puis 10 minutes après, paf, quelque chose se retire, vous fermez les yeux, vous endormez le soir, et puis une pensée arrive, et hop, ça y est, c'est reparti. Il me manque quelque chose pour aller bien. Donc ces moments de complétude sont inatteignables de manière définitive. On ne peut pas être complet définitivement, c'est juste pas possible. Ce sentiment de manque reviendra. Après, il va falloir être en posture de le tolérer et pas d'être dans un espèce de trou comme ça, de se noyer dans le manque, ou de se noyer dans le vide. Ça, c'est juste pas possible. Donc, plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer l'absence de vous, hein, être en contact avec cette réalité de notre humanitude, qui est qu'on est tous en contact avec ce vide existentiel, plus vous allez aussi être dans quelque chose qui transcende en fait. Hein, au lieu de vouloir être comblé par un autre, mais de sentir, je ne sais pas, à travers la finitude, de vous réjouir d'être là, juste d'exister, parce qu'on sait qu'on va mourir demain, il y a quelque chose qui peut se basculer. Il y a quelque chose qui peut peut-être se basculer à l'endroit où vous arrêtez de vouloir croire que vous allez être comblé par un homme, une femme, un couple, un chien, un chat, un souris. En ce moment, je dis chat, c'est pour ça. Donc, voilà. Sinon, vos proches, que ce soit vos liens familiaux, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être je sais pas quoi, vos amoureux, vos amants, enfin, qui vous voulez, vos amis, ils sont frustrants, ils ne remplissent jamais le cahier des charges, ils ne remplissent jamais assez votre vide. Et donc, vous allez rester coincé là-dedans. Et vous allez râler, et ça ne sert à rien d'être en colère contre ça, parce que c'est inéluctable. Ça, pour tout le monde. Donc arrêtez de pleurer sur votre sort, ça ne sert à rien. Voilà. Après, vous avez le monde du New Age, hein, que j'adore, puisque je fais partie du New Age. Et, je rigole, hein, mais oui, je suis aussi dans ce milieu-là. Et le développement personnel, dans lequel aussi je m'inscris, qui ramène énormément de techniques pour éviter de sentir ce vide. Le problème, c'est qu'en vous collant, ça m'énerve d'ailleurs, c'est le truc qui m'agace, en voulant vous coller des techniques pour vous en sortir et vous libérer de ce truc, en disant par exemple les stratégies de séduction, plus vous serez en couple, plus vous aurez un couple réussi, et plus vous serez comblé, plus vous serez dans le bonheur, vous vieillirez mieux, plus vous faites l'amour et moins vous aurez de problèmes, plus ceci et plus cela. Alors bon, et comment faire pour? Donc on vous colle des techniques pour y arriver. Et donc, on vous fait croire que vous pourrez éviter de vous connecter au manque, d'accord? Un jour, vous serez comblé. Un jour, vous irez bien, vous aurez le bonheur. Nanana, nanana, nanana. Faites ceci, faites cela. Et ça, c'est un peu un piège. Parce que quelque part, ça peut être vrai, ça peut être aidant pour s'épanouir. Développement personnel, développement de la personne. Mais de toute façon, vous ne réglerez jamais, si vous ne visitez pas cette question du vide affectif, vous ne le réglerez jamais. Donc, ça peut être piégeux de s'exciter ou de croire « je suis l'auteur de ma vie et en faisant ça, Simi, j'aurai une meilleure version de moi-même et j'arriverai à me libérer une fois pour toutes et à être comblée par une vie, je ne sais pas quoi, avec un amoureux ou je ne sais pas quoi, ouais, machin de vie parfaite. » C'est pour ça que je m'agace un peu sur ce mouvement qui parfois est un peu excessif, qui est le monde du développement personnel. Même si j'aime bien parce qu'il y a des bonnes choses là-dedans. Alors, on n'a pas besoin de focaliser sur le vide parce qu'il est déjà là. Vous allez, quand je vous ai dit examiner, aller à la rencontre de vide, vous n'avez pas besoin de dire « alors je vais m'asseoir sur mon canapé, je vais faire ce que Véronique m'a dit, je vais me mettre en contact avec le vide. Vide, viens ici, ramène-toi le vide, où es-tu » Non, alors vous n'avez pas besoin de faire ça. Parce que le vide est toujours là. Derrière vos distractions, derrière vos objectifs,
derrière votre to-do list, derrière votre agitation, le vide est tout le temps là. Il est tout le temps là. Donc, ce n'est pas la peine d'aller le chercher, il est tout le temps là. Alors, quand il est là, le truc, c'est qu'on essaye de trouver une solution pour ne pas le sentir. Donc, vous verrez que dans les accompagnements que je propose, il y a cette question d'avoir une compétence pour rester un peu, pour laisser le vide être vide, et d'abandonner la lutte et de rentrer en contact avec son soi profond. En fait, c'est ça. Hein. C'est parce que je ne rencontre jamais mon moi profond que je ne peux pas trouver une forme d'expansion, de tranquillité avec la question du vide. Je ne suis pas tranquille avec ça. Je ne veux pas l'accepter, je veux être comblée, ou je crois qu'un jour mon prince viendra. Voilà. Et si je cours, alors après, il y a d'autres trucs qui peuvent aider quand même, parce que très souvent, la question de sens, le sens de ma vie. Effectivement, si vous donnez, on le dit souvent, mais je vais le dire aussi ici, si vous donnez plus de sens à votre vie en faisant des trucs chouettes pour vous, d'accord? Ça, c'est tout le travail de je m'accomplis, c'est la théorie de Maslow. Hein. Si je suis au 4e niveau, là, qui est je me réalise et j'accomplis des choses dans ma vie qui donnent du sens, qui me font me sentir utile, et ça donne un sens à ma vie. Parfait. C'est une manière quand même. Alors, il y a à la fois du bon, parce que ça vous remplit, mais il y a à la fois à regarder que vous éviterez quand même jamais le manque. Vous n'en aurez jamais fini avec l'histoire du manque, même si vous avez l'impression que ça va mieux dans votre vie, que vous êtes plus libre, parce que vous avez donné du sens à votre vie. D'accord? Donc, c'est important de voir, en même temps, je peux donner du sens à ma vie, c'est intéressant sur un certain plan, parce que ça me nourrit, ça me donne de la joie de vivre, de l'énergie, et à la fois, j'en aurai jamais fini avec cette question du manque. C'est à la fois, c'est et. D'accord? Parce que sinon, c'est un ajournement. Je crois qu'en donnant du sens à ma vie, je n'aurai plus jamais affaire à cette histoire de vide. Non, pas du tout, pas du tout. Tôt ou tard, ça va vous revenir dans la figure. Un jour, vous êtes malade, un jour, votre conjoint s'en va, un jour, il ne vous soutient pas, un jour, il part sur une autre, un jour, je ne sais pas quoi, et vous vous retrouvez, pourtant, ça donnait du sens à votre vie. Okay? Ou un métier que vous adoriez s'écroule, on ne sait pas pourquoi, bon voilà, il y a des deuils à faire, et d'un coup, paf, tout ce qui donnait sens à votre vie, et hop, vous vous retrouvez face au vide, face à vous-même, et là, ah mais j'avais fait tout pour donner du sens à ma vie, ben, très bien, mais vous n'êtes jamais retourné sur vous. Donc, ça peut être aussi un ajournement, faites attention, même si je trouve quand même chouette pour des gens qui sont dépressifs, de donner du sens à leur vie, ou même si vous n'êtes pas dépressif, pour aller mieux, pour aller bien dans la vie. Donc vous allez voir que le vide affectif, la finitude, la mort, c'est très en lien, c'est très proche. Hein. Le fait de savoir qu'on va, à un moment donné, on ne sera plus là, il n'y aura plus rien de tout ce qu'on a mis en place, eh bien, c'est ce manque d'éternité, en fait, le vide. Le vide, c'est « ah oui », et tout va s'arrêter. Voilà. Et donc, quand on se distrait avec des personnes qu'on aime, ou qu'on s'agite à faire plein de trucs, là, c'est une espèce de pansement pour oublier, pour se défocuser de ce vide. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a tellement du mal à ne pas laisser s'installer le silence, l'état de non-pensée. Hein, on a toujours des pensées répétitives, vous remarquez, on a chacun nos pensées obsessionnelles et répétitives, je dois faire ci, je dois être, il me faut le mec de ma vie, et pourquoi il m'a quitté, ce qu'on appelle la limérance, hein, parce que j'avais travaillé là-dessus, ou je dois bien faire ça, je dois être performante, enfin, on a tous des pensées répétitives, et c'est aussi, cette agitation mentale, c'est aussi parce que, qu'est-ce qui se passe si on fait silence, s'il y avait moins d'agitation? On se retrouve en contact avec le vide. Donc cette agitation mentale, elle sert aussi à combler. Et c'est pour ça qu'on tient des fois à nos croyances ou à nos schémas, enfin, nos pensées répétitives qui des fois nous desservent. Mais on peut avoir une agitation mentale pour éviter de sentir ce silence, d'être en contact avec ce silence. Ça, c'est intéressant de le voir aussi comme ça. Quand vous êtes amoureux, vous êtes toujours en manque. Alors là, je vais faire un petit passage sur l'état amoureux. Il y en a qui sont addicts à l'état amoureux. Ils n'aiment pas tant l'autre, je le dis tout le temps, donc je répète, ils sont amoureux de l'état amoureux. Bon, ben, vous avez compris, ça fait 50 fois que je répète. Mais quand vous... Alors aujourd'hui, je rajoute, quand vous êtes amoureux de votre état amoureux,
Donc il y a une addiction à l'intensité, on est d'accord? Vous me suivez? Mais vous êtes aussi en manque. Donc il n'y a pas d'état amoureux sans sentiment du manque. Si vous êtes en sécurité, en stabilité, vous êtes comblé, vous n'êtes plus en manque, il n'y a pas d'état amoureux. Au revoir l'état amoureux, adieu, adieu, bon d'accord. Donc ça veut dire que vous êtes en manque. Et quand vous êtes en manque, vous allez commencer à vous plaindre. Ça vous donne du désir pour retrouver, pour aller vers. Le manque, la tension du désir naît du manque, s'origine sur le manque. Le truc du manque, c'est que ça vous colle de l'état amoureux, vous êtes content, puis après vous vous plaignez, oui mais il ne me répond pas à mes textos, ou elle ne me répond pas, oui mais elle me fait des plans pas possibles, elle veut pas, elle fait des allers-retours, oui mais, sauf qu'il y a un endroit, il y a une préférence pour l'état amoureux que pour la stabilité ou pour l'état de silence, pour le calme. Sauf que quand vous regardez bien, quand vous vous excitez sur l'état amoureux et la passion, là, que vous aimez ça et que vous ne pouvez pas vous en passer, c'est pour trouver quoi derrière? Derrière l'état amoureux, on cherche toujours une et une seule chose, la paix, le calme, la tranquillité. L'état amoureux, c'est une excitation, c'est vibratoire, ça vous met haut dans les tours, machin, des papillons, tout ce que vous voulez, donc vous êtes excité là, comme des puces, d'accord? Donc vous avez l'impression que vous êtes vivant, vibrant, c'est ce qu'ils disent tous, hein. Bon, moi je suis passée par là, ça vibre haut, on est content, sauf que c'est lié avec le manque, donc c'est le manque de soi, je rappelle, hein. C'est la croyance que l'autre va me combler et que ça va m'apaiser, et que ça va me coller la paix. Et plus vous avez une base anxieuse ou une base dépressive, plus vous allez croire à cette histoire de l'état amoureux, qui quand vous êtes collé dedans, quand vous êtes scotché par l'état amoureux, bah oui, ça vous fait vous sentir vivant, ça règle un peu temporairement les problèmes d'anxiété et de dépression, mais temporairement. Ça ajourne la question de rester en contact avec le vide. C'est un ajournement en fait. Donc ça renforce la névrose, ça aggrave votre cas. Je ne suis pas contre l'état amoureux, alors moi j'adore, mais choisissez, assumez. Si vous aimez l'état amoureux, faites-vous des shoots en conscience. Assumez les conséquences de l'état de manque, de l'instabilité, de l'ajournement de la problématique du vide affectif, pour pas être seul, pour être comblé. Ok, faites-le en conscience, assumez votre truc, mais arrêtez de pleurer. Des fois, je suis un peu sévère. Alors, l'autre jour, on m'a dit, mais arrête d'être sévère avec l'humanité. Je ne suis pas sévère. Je ne suis pas énervée. On m'a dit, mais tu es énervée. Non, je ne suis pas énervée. C'est juste que je suis sans complaisance parce que quand il y a un ajournement, il n'y a pas l'envie d'aller voir ça. C'est l'ombre, en fait. Parce que c'est douloureux d'aller s'intéresser au manque, au vide. C'est pas quelque chose de sympa, c'est pas confortable, c'est pas un truc qu'on fait. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Moi, je suis sortie avec mes copines, je vais aller voir une soirée de célibataire. Tiens, je vais à une conférence, on va rencontrer du monde. Ça va être... Ah, mais je vais être sur mon canapé, dans le silence, je vais rencontrer mon vide. Ah ouais? Oh, c'est sympa ta soirée, toi. Voilà. Non, vous voyez, c'est pas un truc très fun, quoi. On n'a pas envie de se retrousser les manches pour aller faire ça. En général, les gens qui vont travailler sur la solitude, ou le vide, il y a deux profils. Soit ils y sont forcés parce qu'ils ont tellement souffert dans le remplissage et dans faire, ou combler, qu'ils se collent des addictions, addiction à l'intensité, addiction à tout ce qu'on veut, comme on l'a vu, je ne leur dis pas. Ou donc la chute est vertigineuse, hein, il y a une souffrance de ça ne se passe pas comme je veux et donc là je souffre et je retourne au vide. Soit c'est des profils, plutôt les frileux d'amour, ce que j'ai appelé les frileux, qui ont appris à faire seuls, les évitants, hein, ont appris à faire seuls, et donc ont appris à tolérer, à bien gérer leur solitude. Bon, il y a aussi une problématique, c'est un peu excessif, mais eux, ils vivent bien seuls. Enfin, ils ne sont pas excédés, ils ne chutent pas quand ils ne sont pas dépendants, donc ils ne chutent pas vertigineusement quand ils ne sont pas comblés, quand l'autre part, quand l'autre, d'ailleurs en jaloux, etc. Bon, voilà. Donc là, j'étais en train de dire que quand vous êtes amoureux, vous êtes de toute façon toujours avec le manque, et vous renforcez votre névrose. Et regardez, quand vous êtes dans le manque, le silence s'installe, et ce silence est inconfortable et dérangeant, en fait. Et en fait, vous cherchez quoi? Le paradis, c'est la nostalgie du paradis perdu.
Voilà. Et quand vous allez commencer à vous intéresser à cette question du vide, quand vous avez marre de souffrir, là, de faire des tours de manège, toujours les mêmes, à chercher des amoureux et que ça ne marche pas, eh bien, vous allez peut-être vous dire, tiens, peut-être je dois m'intéresser à cette question du vide, à cette question du silence, puisqu'au fond, on cherche tous la paix. Et vous allez percevoir que le vide est plein. Et ça, je vais le développer aussi un peu plus tard. En physique aussi, on trouve que le vide est plein, qu'il n'y a pas de vide dans le vide. Mais il faut aller le creuser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Tant que vous n'avez pas expérimenté, éprouvé dans le corps physique cette histoire que le vide n'est jamais vide, que dans le vide, il y a le plein et dans le plein, il y a le vide, eh bien, vous en sortirez jamais. Parce qu'il y a toujours les polarités opposées. Hein. Quand il y a le yin, il y a le yang, il n'y a jamais qu'un truc à la fois. Vous avez toujours les deux en même temps. Pile et face, pile et face. Donc ceux qui croient, qui courent derrière le plein en faisant je ne sais pas quoi, ils se coltent le vide, et ceux qui se coltent le vide se tapent le plein. Ils vont commencer à percevoir ou pressentir que la solution, c'est d'aller sentir le plein du vide. Et ça va être le plein de soi. Hein. Voilà. Donc, les polarités dans ce thème que j'aborde, c'est vide plein, présence, absence. Soit je suis dans l'absence de moi, de mon être, de mon âme, je vais courir derrière quelque chose, une chimère à l'extérieur. Soit je sens la présence de moi, ou la présence de quelque chose qui me transcende, une présence intérieure, et là je me sens dans le plein. Présence, absence, vide, plein, c'est les polarités qui sont travaillées autour de ce thème. Et il n'y a jamais l'un sans l'autre, n'oubliez pas. Donc, quand vous augmentez un sentiment de sécurité intérieure, avec plus d'amour de vous, plus de choses chouettes dans votre vie, quand vous commencez à vous accepter tel que vous êtes, quand vous acceptez votre vulnérabilité, quand vous commencez à vous accepter inconditionnellement, vous allez moins partir et fuir ce vide. Vous allez commencer à vous poser un peu et être beaucoup plus dans la capacité de tolérer ce vide existentiel ou ce vide affectif. Ça commence comme ça à l'affaire. Bon, après, je développe peut-être un peu plus, mais c'est important de voir comment on commence pour appréhender ces histoires de vide plutôt que de fuir tout le temps. Eh bien, on commence par effectivement s'accepter comme on est inconditionnellement. Hein, et après, petit à petit, on peut aussi se stabiliser, se poser et commencer à goûter le silence. Mais on peut, je vous dis, ça nécessite souvent un accompagnement, ça ne se fait pas comme ça en 2 minutes. Quand vous êtes dans un vide panique, vous ne pouvez pas passer du vide panique au vide apprécié, goûteux, silencieux, non, méditatif, genre vous êtes posé sur votre coussin, vous dites « Oh, bah, je passerai ma journée dessus ». Sur votre coussin, non, en général, non. Alors, maintenant, je vais vous éclairer, puis après, je vous laisserai la parole à partir d'un physicien. Moi, j'ai écouté un physicien qui s'appelle Lawrence Krauss. De toute façon, le PowerPoint, vous pourrez le retrouver sous la vidéo, que je vais redistribuer sur la chaîne. Et donc, lui, il avait travaillé, il n'y a pas très longtemps, sur l'univers du rien. Il avait écrit un bouquin là-dessus. Il avait travaillé sur le rien, puisque le vide, c'est le rien aussi, c'est le néant, comme je vous l'ai dit au départ. Hein. C'est les mêmes mots, c'est un vocabulaire un peu différent, mais c'est pareil. Et donc, ce que j'avais trouvé vraiment de riche dans sa façon dans son travail, et vous pourrez le retrouver, hein, sa vidéo sur l'univers du rien. Pour lui, en physique, c'est un physicien, le concept de rien ne signifie pas une absence totale d'existence. En cosmologie, le rien peut être un vide quantique, une sorte d'état de basse énergie, où il n'y a pas de particules de matière, mais où des fluctuations quantiques peuvent toujours se produire. Ce rien quantique, dans la physique moderne, n'est pas un vide absolu. Il possède des propriétés telles que l'énergie du vide et des particules virtuelles peuvent y apparaître et disparaître constamment. Donc, ce qu'il vient de dire, là, vous avez compris, c'est qu'en physique et en physique quantique notamment, les trouvailles, c'est que dans le vide, il y a toujours quelque chose. Il n'y a jamais de vide absolu, ça n'existe pas. Donc quand je dis le vide est plein, je l'ai élaboré au niveau conceptuel il y a 3 minutes. En fait, ils sont, au niveau de la physique, en ce moment, ils sont en train de découvrir qu'il n'y a pas rien, hein, il n'y a pas de vide, hein. Ça, il y a toujours des particules, il y a toujours quelque chose, il n'y a pas de vide absolu, ça n'existe nulle part. Donc ça, c'est vraiment intéressant,
Parce que quand vous vous dites, ah oui, mais je sens le vide c'est rien, et ma vie est fadasse, et quand il n'y a pas un amoureux, c'est fadasse, c'est fade, il n'y a rien, je m'ennuie, de chez je m'ennuie, et je suis dans le vide, mais arrêtez, dans le vide, il n'y a jamais rien. Jamais, ça n'existe pas. Et c'est intéressant qu'en physique, vous apprenez ça. Allez écouter ça, ou allez lire. Donc lui, lui disait... le rien en physique n'est pas le même que celui dont parlent les philosophes ou les théologiens. Le rien philosophique, parce qu'il y a un rien en philosophie, on le verra tout à l'heure, hein, c'est intéressant aussi de connaître les points de vue des philosophes, de certains. Le rien philosophique, souvent, c'est une absence d'être ou de réalité. Le non-être, il n'y a rien. Ou il y a quelque chose, ou l'être, ou il n'y a rien. Il y en a certains qui disent où il y a quelque chose, ou il n'y a rien. Lui, il s'oppose à ça. Par exemple, Krauss, il dit non, ça n'a pas de sens en science, c'est pas vrai. Du point de vue scientifique, dans le vide quantique, bien qu'il semble être rien, a des propriétés qui permettent la création de l'univers. Parce qu'il va plus loin que ça, il développe le fait que le rien peut être à l'origine de l'univers. Au lieu de croire qu'il y a le Big Bang qui est à la source de, ou des prophéties religieuses, il y a Dieu qui est à la source de, ou quelque chose qui est à la source de la création de l'univers, il dit non, il peut y avoir rien à l'origine de l'univers, mais parce que dans ce rien, il n'y avait jamais rien. Donc lui, il va dire, tiens, il y a quelque chose de merveilleux, il y a un émerveillement scientifique, que la science est capable d'offrir des réponses aux grandes questions existentielles sans avoir besoin de recours à des entités surnaturelles comme Dieu, comme le Big Bang, comme ce qu'on veut, ou d'autres idées saugrenues. Il trouve un profond émerveillement dans l'idée que l'univers et tout ce qu'il contient pourrait avoir surgi de rien par des processus naturels. Il voit cela comme une source d'inspiration et non d'angoisse, montrant la beauté des lois de la nature. Parce que le rien, si on part sur il n'y avait rien, puis d'un coup il y a quelque chose, l'univers se crée, on ne sait pas pourquoi, d'un coup il n'y avait rien, puis d'un coup il y a un truc. Comme par exemple, avant la naissance il n'y avait rien, puis d'un coup vous avez une conscience, vous avez conscience de qui vous êtes. Oh, c'est curieux ce truc. Tu vois ? Pourquoi il n'y avait rien avant ? Donc, pourquoi maintenant il y a quelque chose, tu vois ? Donc ça c'est vraiment... on se questionne tout le temps sur qui suis-je et pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Il n'y a pas rien. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans la science, on peut aussi s'émerveiller que dans ce rien, il n'y a jamais rien. Et voilà. Et voilà. Donc vous pourrez... Moi, mon envie ici, c'est de vous faire vous questionner sur ces sujets-là, qui sont quand même des sujets profonds, des sujets existentiels. Pas seulement sur la relation amoureuse, là on parle de la relation amoureuse, et puis on va bien plus loin que la relation amoureuse. On va tomber sur être ou ne pas être. Y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Alors, je continue. À moins que vous ayez des questions, sinon je continue sur... oui. Alors, vas-y, prends le... oui. Ou des commentaires, ou des questions. Est-ce que c'est que tu es en train de parler, est-ce que le bébé qui n'a pas conscience d'exister, il va le découvrir au travers de la maman et du miroir? Est-ce que ça a un lien avec ça ou aucun? Oui. Au tout départ, tu es le prolongement de la mère. Donc en fait, tu ne sais pas que tu existes. Tu ne te dis pas, moi je m'appelle Lily, parce qu'on ne t'a pas dit, toi c'est Lily. Tu t'es pas vu dans un miroir, on t'a pas encore répété toutes les 5 minutes, toi c'est Lily, regarde, toi c'est Lily, oh t'es gentille Lily. Si tu fais bien ça, on ne te dit pas ça. Et donc tu ne sais pas, tu n'es que perceptif au départ. Et du coup, tu es le prolongement de la mère, mais tu n'es que perception, que sensation et que perception. Le monde est sensoriel à ce moment-là. Et à un moment donné, vers 6-8 mois, stade du miroir, ou à un moment donné, on te fait savoir, on te fait croire, est-ce que c'est vrai ou pas, ça c'est la formation de l'ego, que toi c'est toi, et moi c'est moi. Moi c'est maman, toi c'est Lily, tu vois, et que tu es séparé de moi. Toi tu es là, tu as un corps, toi c'est toi et moi c'est moi. Est-ce qu'il y a du vide dans la tête du bébé ou pas? Hein? Est-ce qu'il y a du vide dans la tête de l'enfant, du bébé, jusqu'à 8 mois ou pas pas? De toute façon, au départ, non, tu n'es que perception, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'élaboration, il n'y a pas moi c'est moi, toi c'est toi, je sais que toi c'est moi, il n'y a pas la conscience du je. Donc il y a du plein. Il y a ce qu'il y a. C'est ni du plein ni du vide, il y a des perceptions agréables et désagréables. D'accord ? Mais il n'y a pas de question sur je suis quelqu'un qui se prénomme ainsi, qui a un corps, qui est séparé de ton corps. Et que je me regarde, et ça c'est moi, et ça je sais que ça, je m'appelle Lily, et ça c'est vrai que c'est moi. Ça n'existe pas, ça. Hein.
Donc, voilà, on peut se demander, mais si on ne nous faisait pas croire que toi c'est toi et moi c'est moi, on serait toujours que perception. Donc voilà, donc c'est comme ça que l'identité arrive. Hein, l'identité, c'est je sais que ça c'est moi et que ça c'est toi. Et le sentiment de séparation va donc s'agrandir avec cette conscience du ça c'est moi et ça c'est toi. On est encore plus séparés, on sait que là par exemple je suis à distance temps, là tu es là-bas, si tu habites à l'autre bout de la planète, tu es géographiquement loin de moi, tu es loin de moi. Donc on perçoit une distance avec l'autre parce qu'il y a ces affaires du moi-je. Donc, est-ce que ça crée du manque pour l'enfant quand il a conscience d'eux? Est-ce que c'est de la naissance du manque pour nous Au tous? départ, il n'y a pas de manque, il n'y a que de la perception. C'est quand il commence à réaliser qu'il a conscience d'être quelqu'un, je suis quelqu'un, je m'appelle Lily, je suis un petit garçon, je suis une petite fille, je suis gentil, je suis méchant, je suis... Et tous les qualificatifs et toutes les étiquettes qu'on va lui coller. Je réussis bien à l'école, je réussis mal à l'école, bon, etc., etc. Qu'à ce moment-là, l'identité va se créer et les problèmes vont arriver. Je suis quelqu'un, je vais finir, je vais mourir, je vais manquer, je ne suis pas gentil, je vais manquer d'amour si je ne fais pas comme on me dit, si j'obéis pas, on ne va pas m'aimer, donc je vais manquer d'amour, et tati, et tata, et toute l'histoire. Je vais prendre un amoureux, tout va aller bien. Ben ça c'est après, je vais décider que je vais prendre un amour, le prince charmant va arriver dans ma vie, et donc ça va régler mes problèmes, bon, etc. Ou la femme idéale, enfin, ce que vous voulez, ou faire un couple, ou faire une famille. Où il y en a qui s'en foutent de ça et qui disent je vais atteindre mes objectifs, je vais prendre ma place dans le monde, je vais être chirurgien, tout ira bien, bon, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Merci pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur... Vas-y. Attends, prends le micro parce que sinon on ne t'entend pas. Ou alors je vais le dire à ta place. Je vais parler plus fort. En fait, la question que... Ouais, il est petit. Hein. La question, c'est le bébé, quand il est dans l'être, normalement. Le bébé, il est dans l'être. Oui. Donc, il est tout ouvert à tout. Oui. Sauf qu'après, quand il sort du ventre de maman, il entend toutes les croyances, ce que les adultes, et c'est à ce moment-là qu'il commence à prendre l'ego, la séparation. Un peu après, tout c'est ce au que moment, tu disais. Non, c'est au début, tu n'es que perception. Donc, tu te dis rien du tout. Tu n'élabores pas, en fait. C'est que quand tu sais que toi, c'est toi et que tu t'appelles comme ça, hein, et qu'on te colle une identité, et que tu regardes, tu dis « Oh, mais ça, c'est ma main !» Alors avant, tu vois la main, tu ne te dis pas « c'est ma main », tu ne dis rien du tout. Tu dis « il y a un truc qui apparaît ». On ne sait pas ce que c'est. Tu fais pas, tu vois un truc d'ailleurs, faites-le, vous mettez la main devant. Là, vous savez que c'est votre main, mais si vous mettez la main devant et que vous ne faites pas, vous voyez dans le champ visuel, il y a ce qui est derrière, apparaît la joie des lampes, je pourrais me dire, ce qui apparaît dans mon champ visuel, la lampe, la main, je vois ça. Mais il n'y a pas de séparation normalement. C'est parce qu'on vous a dit, ça c'est ta main, c'est à toi, que tu as adhéré à ça et que tu te dis c'est ma main. Et derrière, plus loin, vous avez l'impression que derrière, plus loin, il y a un miroir, il y a des lampes, etc. Il y a des personnes là-bas derrière. Mais en fait, dans le champ de vision, il n'y a rien qui est séparé. Voilà. Donc ça, c'est la vision de l'enfant avant ce dressage du moi-je, de cette compréhension qu'il a pigé son identité, que lui, il était séparé de l'autre. Oui, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent, là, quand on avait parlé du stade du miroir, qui est je me reconnais dans le miroir et je vois que ça, c'est moi. Voilà. Et on me fait bien savoir que ça c'est moi et que je m'appelle comme ça. Et ça commence comme ça l'histoire. Voilà, donc là on commence à sentir la conscience du jeu, hein, l'identité personnelle. Je suis quelqu'un de différent de toi et je vais chercher à me combler, à me compléter parce que je me sens à ce moment-là incomplet alors qu'avant je n'avais pas cette perception de l'incomplétude. Même si j'arrive comme un cosmonaute, je suis perceptif. Donc mes expériences sont ce qu'elles sont. Je ne me pose pas 50 000 questions, est-ce que je manque pas? Je vis ce que je vis. Un peu comme... alors, on ne sait pas si les animaux... il y en a qui disent que les animaux n'ont pas de conscience. Ce n'est pas du tout gagné. Hein. Il y en a certainement qui ont des consciences identitaires comme nous. Mais il y en a certains qui disent, bah oui, ils sont juste pulsionnels, instinctifs et ils sont expérientiels. Donc, ils n'ont pas la conscience du moi-je. Ça, on n'en sait rien. Mais si c'est le cas, imaginons des créatures qui n'ont pas cette conscience de moi, c'est moi et toi, c'est toi. Bah voilà, ils ne se posent pas 50 questions. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre. C'est agréable ou désagréable. Ils vont vers le plaisir ou vers la survie ou la reproduction de l'espèce.
Mais bon, ils ne sont pas en train de vouloir être comblés, complétés, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas les mêmes problématiques que nous, les humains. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, dès qu'on est, dès qu'on sort de la mer, en fait, on rentre dans cette matrice qui est faite par l'humain, en fait. Mais quand on est... c'est l'âme. L'âme, elle vient dans un corps. Alors, et en fait, oui, l'âme, elle est... je ne vais pas trop débattre sur est-ce que l'âme rentre dans le corps ou le corps rentre dans... Bon, parce qu'après, il peut y avoir des différents postulats divers et variés selon qui en parle. Oui, bah, mais là, je parlais de la rencontre, de l'être en tout cas. Je ne voudrais pas être trop dans l'ésotérisme, même si je peux avoir un goût pour l'ésotérisme. Mais je vais rester assez... je ne vais pas faire trop de postulats ésotériques, mais plutôt vous parler de la rencontre avec soi ou du manque de soi, qui me paraît déjà plus concret, plus compréhensible pour le grand public. Alors, c'est bon, je peux continuer ? Alors, l'idée du néant chez les philosophes, hein, le rien, le fameux rien. Aujourd'hui, on dit plutôt je m'ennuie. Bon, on va faire en rapide, ou j'ai pas ce que je veux. Je manque de quelque chose. On ne parle pas du néant comme avant. Alors, chez Martin Heidegger, 1889-1976, c'était le philosophe le plus connu qui a exploré la notion de néant. Dans son ouvrage Être et temps, il traite du rapport entre l'être et le néant. Vous avez peut-être entendu parler d'Heidegger. Il considère que le néant n'est pas simplement l'absence d'être, mais qu'il a une fonction essentielle dans notre rapport à l'existence. Il soutient que le néant est ce qui permet à l'être de se manifester. C'est en confrontant le néant, notamment à travers l'angoisse existentielle, que nous prenons conscience de notre propre existence et de sa finitude. Donc, je disais un peu ça tout à l'heure. Il n'y a pas le vide sans le plein. Il n'y a pas l'absence sans la présence. Donc, c'est parce que je me confronte au vide ou au néant, à travers cette angoisse existentielle qui ne peut pas ne pas me traverser plus ou moins fortement, que je prends conscience que je suis, que j'existe, que je suis vivant et que je vais mourir. Et que plus je suis en conscience de ça, au lieu de me perdre dans les objets du monde, à m'affairer, à m'agiter, qu'à ce moment-là, je peux revenir simplement je suis. Je suis, j'existe. Alors, j'existe pas toujours de manière confortable, certes, parce que des fois, c'est inconfortable et voire douloureux. Mais dans cette conscience de la finitude et de cette existence qui m'est donnée à vivre, dans cette confrontation au néant, comme le dit Heidegger, alors je peux prendre conscience de la vivencia, de comment j'existe. On est avant de prendre ma place dans le monde. On est vraiment je suis. Je sens que la vie me traverse. Un point c'est tout. Comme si, comme ça, comme ça, comme si. Mais je sens que la vie me traverse. Là, je préfère que tu te mettes ailleurs parce que tu es derrière la caméra. Ce qui m'arrangerait que tu sois plutôt ailleurs. Merci. Alors, il y a une place ici. Donc, je continue. Donc, le néant, selon Heidegger, n'est pas un vide passif, comme vous le voyez, mais une force active qui nous rappelle notre finitude et notre mortalité. Et plus j'avais déjà fait un travail là-dessus, plus je suis, merci de faire silence, plus je suis en contact avec cette finitude, plus je suis conscient que je ne suis que là pour, je suis un grain de poussière, je suis mortelle et que je ne suis que là pour un tout petit bout de temps, je ne suis que de passage ici. Alors à ce moment-là, ce néant, ce vide devient plein. Ce néant devient existence. Cette absence devient présence. Bon, il y en a plein qui ont... Il y a beaucoup d'auteurs en littérature qui travaillent là-dessus. Mais j'aimerais le souligner parce qu'on se perd tellement dans les objets du monde qu'on oublie ça. On perd de vue cet essentiel. Et je trouve dommageable. Et avec les gens qui atteignent un peu de sagesse, soi-disant, entre guillemets, qu'est-ce que la sagesse ? C'est aller plus vers la paix et la sérénité. Eh bien, il y a cette compréhension de cette notion du néant, du vide plein, d'arrêter de courir, de s'agiter. Il y a un temps pour s'agiter, se réaliser, courir dans tous les sens, croire au bonheur en faisant sa simie. Et il y a un temps pour piger ça et s'arrêter dessus. Voilà. Et c'est un temps nécessaire, c'est un temps de croissance, c'est un temps de maturation.
c'est un temps de cessation de la croyance et un temps d'arrêt de l'agitation. C'est pas rien quand même. Alors, on ne sera jamais sage et en paix comme des Bouddhas jusqu'à la fin des temps, et ça n'existe pas, et tant mieux, puisque la vie est mouvement, et on aura toujours les polarités, plein, vide, agréable, désagréable, bonheur, malheur, etc. Il y aura toujours tout le temps tout, mais en même temps, on peut peut-être agrandir un espace de tranquillité, au lieu de s'agiter. Voilà, donc je trouvais intéressant le travail d'Heidegger, qui est comme, bon là c'est vraiment très succinct, c'était par rapport à son travail sur l'être et le néant. Il a évidemment ramené beaucoup plus que ça, mais voilà, ça me plaisait de vous le partager. D'autres auteurs qui ont contribué à travailler sur le néant, Jean-Paul Sartre, que vous connaissez tous, hein, 1905-1980, qui est quand même un auteur récent, qui est un philosophe existentialiste, qui défend l'idée que le néant joue un rôle central dans la condition humaine. Dans son ouvrage « L'être et le néant », essai d'ontologie phénoménologique, il développe l'idée que l'homme est défini par sa liberté radicale, mais que cette liberté implique le néant. Selon Sartre, l'homme est constamment confronté au néant, dans le sens où il doit créer son propre sens et ses propres valeurs dans un univers qui n'en offre pas de manière inhérente. Alors, dans le développement personnel, on est en plein là-dedans. On passe son temps à se dire, mais quelles sont mes valeurs? Moi, en tant qu'individu singulier, ce à quoi je crois, je suis l'auteur de ma vie, qu'est-ce qui fait sens à ma vie? On passe notre temps là-dessus. C'est vraiment... notre société contemporaine nous invite sans arrêt, d'ailleurs Sartre, il était vraiment... c'est l'époque juste avant, hein, on est encore dans la lignée de Sartre, à travailler sur mes valeurs doivent être mises en avant pour donner du sens à ma vie, pour justement inverser cette histoire du rien sur lequel je me fonde, qui est cette non-existence, ce non-être, ce néant, et pour éviter ça, donner du sens, être en contact avec mes valeurs. Et c'est ça ma liberté, ce que disait Sartre, hein. J'ai le choix, il était vraiment dans cette idée de cette angoisse d'existentiel, du néant, mais en même temps c'est ma source, c'est parce qu'il y a ce néant que j'ai la liberté de choisir ce qui fait sens à ma vie, ce après quoi je vais courir, et que rien n'est prédéterminé, rien n'est destiné, il n'y a pas de destinée pour lui. J'ai le choix à chaque instant de reprendre le contrôle sur ma vie en changeant de direction. Donc là, c'est plus un travail qu'on trouve aujourd'hui beaucoup dans le développement personnel, qui est qu'est-ce qui fait sens pour vous. Plus vous trouvez du sens à votre vie, et plus vous êtes nourri, et moins vous êtes confronté à ce manque, à ce trou béant, à ce vide. Voilà. Pourquoi pas? C'est intéressant aussi. Hein. Il soutient également que le néant est lié à la capacité humaine de dire non, de nier ou de choisir, et que cette capacité est au cœur de la conscience humaine. On voit que bien souvent, des personnes, il n'a pas tort, alors je vous donne un exemple, il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui vont dire « Ah, moi je veux le mari gentil, machin, hein, je veux être amoureux, je veux le mari où j'ai de la passion, je veux avoir des enfants, je veux la maison, je veux la piscine, je veux la voiture, je veux, je sais pas quoi, le boulot, le machin. » Il y en a qui ont tout, qui arrivent à avoir à peu près tout, tout ce qu'elles voulaient. Okay, j'avais cité ça comme exemple. Mais au fond, ça correspondait à une idée qu'elles faisaient que voilà, c'était le top. Et au fond, bof, bof, bof. Pourquoi? Parce que elles ne savent pas, au fond, il ou elle ne sait pas, au fond, est-ce que ça lui correspond vraiment. Voilà. Et donc, du coup, je dis oui, on me propose quelque chose, je dis oui, tu veux la maison? Bah oui, alors on va faire des travaux. Tu veux la piscine? Bah oui. Tu veux aller au restaurant? Tu veux aller au golf? Bah oui. Voilà. Elles ne savent pas dire non, parce qu'elles ne savent pas exactement qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qui fait sens, en fait. Et là, on est vraiment dans cette philosophie de Sartre. Si je dis oui, à tout moment, je peux dire non, j'ai pas envie de cette piscine, je m'en fous de la piscine, ça ne va rien me changer à ma vie, en fait. Ok, je vais avoir du confort, du luxe, je vais aller au golf, je vais aller en voyage, mais je m'en fous, parce que ça fait pas... Et après, and so what? Voilà. Donc ça, c'est un exemple. J'ai pas besoin du gentil mari, j'ai pas besoin de m'épanouir avec des tas d'enfants, avec la bonne, avec... Il n'y a pas forcément besoin. Donc ça, cette question-là, lui, il en parlait comme ça, il disait, si je peux dire oui, mais je peux dire non. Et à tout moment, je peux dire non, mais ça ne me correspond pas, ce truc. C'est mes parents qui m'ont collé ça dans la tête. C'est notre époque qui m'a collé que il me fallait le bonheur, la maison, le couple romantique, le chien-chien, les 3 enfants, etc. Mais est-ce que ça me correspond?
Voilà. Le sexe, enfin, tout ce qu'on vous raconte toute la journée, il vous faut ça, 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 vous serez heureux. Et vous y croyez. Voilà. Donc c'est intéressant aussi, c'est une autre manière de voir les choses, où il est plus en contact ici avec le libre arbitre. Et c'est un postulat, parce que dans d'autres auteurs, ils vont vous dire, il n'y a pas de libre arbitre, arrêtez de croire à ça, fatiguez pas, on n'a pas le contrôle. Donc il y a plein de manières de voir les choses, il n'y a pas une vérité, il n'y a que des points de vue dans tous les sens. Et moi, j'aime bien relater les points de vue pour que vous puissiez vous questionner, pas pour en faire un dogme, ni une vérité, ni un absolu. Sur la question du néant, il y a aussi Arthur Schopenhauer, 1788-1860, qui est un philosophe pessimiste, que moi j'aime beaucoup, parce que je me suis inscrite pendant un moment dans le mouvement de la philosophie pessimiste. Je trouvais ça extrêmement intéressant, pas parce que je suis très pessimiste, mais parce que justement, cette vision qu'il a développée du néant, dans le cadre de sa métaphysique, du vouloir vivre. Pour lui, la vie est essentiellement souffrance. C'est vrai que c'est pas toujours fun, enfin moi j'adhère assez à ça. Et la seule, parce qu'il y a les hauts et les bas, mais il y a souvent quand même le vide existentiel, le manque, le machin. Bon, je trouve ça un peu compliqué. Et la seule échappatoire possible, c'est l'extinction du vouloir, ce qui conduit au néant. Quand j'arrête de vouloir, ça m'agripper à plein de trucs parce que je me dis que ça va me rendre heureux. Alors je retourne au néant. Et Schopenhauer, il voit le néant non pas comme quelque chose de négatif, mais comme un état de paix ultime. Il est influencé par les idées bouddhistes. On retrouvera les idées bouddhistes là-dedans, le détachement. Arrêtez de courir derrière des tas de trucs. Il n'y a pas de satisfaction totale, il n'y a pas de complétude totale à travers les affaires du monde. Donc, quand j'arrive à cette compréhension, alors la cessation je cesse d'avoir du désir pour tout et n'importe quoi, et du coup, je me dissous dans le néant. Ainsi, pour Schopenhauer, atteindre le néant, c'est une sorte de salut philosophique, une libération de la souffrance du monde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un retournement, en fait. On va retrouver ça dans la pensée des bouddhistes, enfin dans un des mouvements du bouddhisme. Je vais faire une interview avec un enseignant bouddhiste que j'aime bien sur cette question du vide affectif, parce que justement, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre, hein, que ce nirvana, donc, qui s'appelle le nirvana, qui est la cessation du désir, implique une paix que je ne peux rencontrer qu'à cet endroit-là, que sinon je vais dans la roue du désir et de la satisfaction, je ne serai jamais comblée. À un moment j'y serai, puis j'y serai plus, puis j'y serai, puis c'est fragile, parce qu'à tout moment je peux perdre mon chéri, je peux perdre mon fils, je peux perdre tout ce que je veux, je peux réussir, rater, m'aimer, ne plus m'aimer, avoir quelque chose, et je dois lâcher sans arrêt, faire des deuils sans arrêt, aller avec l'eau du courant, parce que je ne peux pas m'agripper à quoi que ce soit, il n'y a rien qui se tient. Il n'y a rien dont j'ai vraiment le contrôle ici sur Terre. Tout me file entre les doigts tout le temps, sans arrêt, à quel endroit j'ai le contrôle. Et c'est pour ça qu'il dit quand vous lâchez le contrôle, le fait de vouloir toujours quelque chose pour être heureux, à ce moment-là, il y a une forme de paix qui s'installe. Alors c'est en même temps complètement idéaliste, c'est une posture idéaliste. Enfin pour moi, alors ça c'est mon point de vue à moi, hein. Si je cesse de courir derrière rien, si je cherche plus rien et que je cours derrière plus rien, bah, à ce moment-là, c'est la posture du Sénex. Je peux être aussi un peu taciturne. D'ailleurs, dans Schopenhauer, il n'était pas très gai quand même, hein. Il avait beau travailler sur la paix, la sérénité, le calme, mais en même temps, pas très joyeux. Ça manquait un peu de légèreté. Voilà. Si je suis plus sur le terrain des affaires du monde, que je suis complètement dans le détachement, je peux trouver une forme de paix, certes. Je ne suis plus stimulée par les affaires du monde, par les histoires... voilà, des plaintes classiques que j'ai tous les jours. Je trouve pas mon amoureux, comment je vais faire, je trouverai plus, je vais finir seule. Enfin, toutes ces affaires dans lesquelles je m'insère et que je travaille. Bon, ok, je suis plus concernée, mais je vais trouver peut-être une certaine paix, mais je suis plus stimulée, je suis plus sur le terrain, je suis plus dans le jeu, quoi. Je suis en dehors. Comme si je suis spectateur. Là, les autres, ils jouent, ils s'amusent, là, ils courent partout. Et moi, je suis là, je regarde. Voilà. Mais il n'y a plus d'énergie vivante, là. Ça ne circule plus, l'énergie. Donc, jusqu'où la voie tantrique, alors dans le tantrisme, c'est un peu différent. On dit, va jouer, là. Allez, va faire mumuse, mais sur un fond de n'y crois pas. Arrête d'y croire. Mais vas-y quand même, allez, va jouer. Va faire mumuse avec les copains, les copines, là, va t'amuser, le couple, les affaires, la famille, le machin, le boulot, la promo. Allez, va jouer. Mais te prends pas au sérieux là-dedans.
Voilà. C'est des doubles mouvements. Moi, je vous invite à réfléchir et peut-être à aller sur Internet, cogiter un peu sur ces approches, qui ont tout leur intérêt d'ailleurs, hein, c'est des postulats différents. En voyant les points de vue, comment il y a des divergences de points de vue, et que chacun ramène son grain de sel et apporte quelque chose sur la question du néant ou du vide. Donc j'étais sur le bouddhisme, donc, suite à Schopenhauer. Hein, donc dans le bouddhisme, dans plusieurs traditions bouddhistes, notamment le bouddhisme Mahayana, le concept de sunyata, souvent traduit par vacuité ou néant, joue un rôle central. La vacuité ne signifie pas l'absence totale d'existence, mais plutôt l'idée que toutes les choses sont interdépendantes et dépourvues d'essence propre ou de substance permanente. Alors ça, c'est assez amusant parce qu'on retrouve le discours de Lawrence Krauss, de ce physicien qui dit la même chose. Le bouddhisme enseigne que la compréhension de la vacuité et du néant, ou du néant, peut conduire à l'éveil spirituel, car elle permet de se libérer de l'attachement aux choses et aux idées illusoires, comme l'idée du couple merveilleux, bon, bref. Plutôt que d'être une source d'angoisse, le néant est vu comme une réalité profonde à accepter pour atteindre la sérénité et l'illumination. Donc là aussi, moi, quand je travaille, quand je fais je propose un accompagnement sur la question du vide et du manque de soi, je fais toujours travailler sur cette notion d'acceptation du vide, de tolérance au vide, que de toute façon, j'en aurais jamais fini avec cette affaire, que je ne m'en libérerai jamais jusqu'à la fin de ma vie, et ceci n'est pas grave. Donc il faut apprendre, et c'est pour ça que je propose sous peu un accompagnement, une formation en ligne là-dessus, ou des accompagnements individuels, parce que c'est quelque chose qui s'explore en fait, et qui se fait pas à pas. C'est pas un truc du jour au lendemain, je décide, oh coucou, c'est moi, comme je vous l'ai dit, je me mets sur mon canapé, et je me dis, tiens, je vais me taper le vide, super, tout. D'abord il est tout le temps là, et je vais faire une bascule toute seule. Alors c'est possible, hein, il y en a qui le font. C'est quand même plus facile quand vous êtes vraiment vous tournez dans des trucs de manque, de dépendance affective, de célibat pas joyeux, de tout ce qu'on veut, de manque de sens dans votre vie. C'est quand même compliqué de faire une bascule solo. D'où l'intérêt de vous faire accompagner. Alors, vous pouvez aussi aller chez les bouddhistes hein, et faire des retraites, alors bouddhistes ou autres retraites, peu importe, hein, spirituelles comme vous voulez, parce qu'effectivement, vous serez plus en contact avec ce vide existentiel. Et vous verrez, c'est bien. Alors, ce qui est important, c'est de l'éprouver, hein, vraiment de vivre cette expérience qu'à un moment donné, il y a un retournement, dans le vide, il y a le plein. Il n'y a pas de vide. Mais, voilà, il faut le vivre, il faut l'expérimenter, ce truc-là. Autre rapport, autre mouvement philosophique contradictoire avec cette pensée bouddhiste, c'est le nihilisme. Le nihilisme, qui est une philosophie qui considère que la vie n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de valeur ou de but intrinsèque, rien ne sert à rien. On est là et on est matériel. C'est la pensée matérialiste aussi. De toute façon, on arrive, on ne sait pas pourquoi on est là, on part, on ne saura toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais on est là. Donc certains nihilistes, influencés par des penseurs comme Nietzsche, défendent l'idée que tout, y compris l'existence humaine, est voué à disparaître dans le néant. On vient du néant, on repart du néant, ciao, bye bye, que c'est absurde, que bon, on est là. Coucou, on est là. Mais on ne sait pas pourquoi, et ça n'a pas de sens. Donc Nietzsche, bien qu'il critique le nihilisme passif, ça peut donner une forme de passivité. Bon, on est là, on so what, quoi. Parle de la mort, de Dieu et de la perte de sens qui en découle. Hein, rappelez-vous, ainsi parlait Zarathustra, poussant les individus à affronter l'absence de fondement moral ou de métaphysique dans l'univers. Donc, c'est vrai qu'on retrouve dans la pensée matérialiste, quand même, ceux qui ne sont pas branchés sur la transcendance, sur la réincarnation ou la transcendance, ceux qui n'ont pas la foi ou qui n'ont pas de questionnement sur quelque chose qui les dépasse, qui les transcende. À ce moment-là, c'est sûr qu'on peut se demander si ce n'est pas absurde d'être ici. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? C'est quoi le plan de l'existence? Et ça met encore, si on a... Alors on peut, ce n'est pas une obligation, hein, de se dire, mais si la vie est absurde, si ça n'a pas de sens, et que je donne du sens histoire de me distraire, là, histoire de faire quelque chose, histoire de faire comme tout le monde, parce que sinon j'ai plus d'énergie, donc je me distrais comme tout le monde. Mais bon, en fait, j'y crois pas trop. Ça, c'est un peu la pensée pessimiste. Hein. On retrouve le pessimisme de Schopenhauer. Tout est souffrance, à quoi ça sert, à quoi bon tout ça, et que ça va disparaître dans le néant, et que je n'ai pas de reliance à quelque chose qui me dépasse. Ben, à ce moment-là, ça peut plomber.
Ou ça peut donner, inversement, une forme de gratitude à profiter de chaque instant qui passe comme étant le plus précieux de ce qui m'est donné à vivre maintenant. Même si ça n'a pas grand sens, même si je sais que ça va finir et que rien ne sert à rien, bah, je profite pleinement, totalement, en réelle connexion, le maximum avec ce que je me donne à vivre, parce que je sais que, justement, je viens du néant et je retourne au néant. Alors ça, c'est une autre manière, un autre retournement du vide en plein, du plein en vide, de la connexion, de l'agrandissement de la connexion, donc d'un agrandissement du sentiment de liberté intérieure, enfin pour moi. Et dernier auteur, je pense que, après je vous laisserai un peu parler, Blaise Pascal, 1623-1662. Pascal, qui était un philosophe chrétien, qui a aussi exploré la notion de néant dans son œuvre, notamment à travers ses réflexions sur la condition humaine et sur la nature de l'univers. Il écrit sur le néant de l'homme sans Dieu, où l'humanité est condamnée à se débattre entre la finitude et l'infini, sans véritable réponse à ces questionnements existentiels. Voilà, on en parle un peu, mais on n'aboutit pas à une vérité. Pour lui, le néant est une source d'angoisse qui ne peut être apaisée que par la foi religieuse. En somme, plusieurs philosophes, donc ça c'était pour Pascal, c'est sûr que ceux qui ont la foi, ils ont beaucoup plus de facilité, la foi ou le New Age, ou enfin bon, peu importe, des croyances dans l'au-delà ou dans la continuité de l'âme, ou bon, bref, tout ce qu'on veut. Eh bien c'est sûr que ceux-là, ils ont plus de facilité à vivre la vie, en fait, et accepter la difficulté, le vide, le manque, etc. Puisqu'ils se disent, c'est pas grave, après il se passe autre chose. Ça continue, la conscience continue, la conscience n'est pas dans le cerveau, ce qu'on entend aussi, quelque chose perdure, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose de moi qui va perdurer, on ne sait pas comment, voilà. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre ça rassure quelque chose de l'ego en nous, et du coup, bah, c'est plus facile de supporter la vie, de supporter les difficultés, les épreuves. Et cette histoire de la finitude, à un moment donné, au revoir. Donc, en somme, en résumé, plusieurs philosophes, religions et courants de pensée ont abordé le néant sous différents angles, souvent en relation avec des questions existentielles profondes, comme la mort, le sens de la vie, la relation entre l'être et le non-être. Certains voient le néant comme un concept négatif, c'est angoissant, les nihilistes, l'angoisse existentielle, mon Dieu, c'est absurde. Ou d'autres l'intègrent comme une dimension nécessaire et créatrice, comme le bouddhisme, le taoïsme. Donc de se réjouir, mettre son attention sur la gratitude, plutôt que de rester scotché dans l'angoisse. Voilà. Et moi, je vous ai quand même invité grandement à travers cette conférence de rencontrer les polarités. Dans ma croyance que je manque de tout, ou que je manque d'amour, ou que je manque de sexe, ou que je manque de je sais pas quoi, et que ces petits creux, je ne veux pas les sentir et les toucher, ou les explorer, alors à ce moment-là, je fuis quelque chose, c'est un ajournement, et dans cette rencontre avec cette présence de moi, ou de quelque chose de plus grand, alors le plein peut arriver. La porte, c'est la solitude, c'est pas de courir et de fuir. Voilà. Merci en tout cas pour m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? J'ai fini mon exposé. Bonjour, enfin bonsoir. Oui, quand tu parles de l'antagonisme du plein et du vide, ça me fait beaucoup penser à l'antagonisme de la lumière et de l'ombre, oui, et du froid et du chaud. Comment on peut savoir si on est dans du plein si on n'a pas expérimenté le vide? Comment on peut savoir qu'on est à la lumière si on n'a pas expérimenté le noir? Et comment on sait qu'on a chaud si on n'a pas expérimenté le froid? Eh bien, tu as tout à fait raison. C'est ça, c'est l'intérêt des polarités opposées. C'est qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Et qu'effectivement, si tu veux être que dans le plein, avoir que du plein sans te frayer au vide, ou en tout cas, c'est quoi cette expérience du vide en le fuyant sans arrêt, de toute façon, tu ne peux pas y échapper. Et puis, tu ne peux pas goûter au plein, comme tu le dis, si tu n'es pas en contact avec le vide. Mais tu le dis très justement. Enfin, moi, je le dis avec d'autres mots, mais c'est tout à fait juste. C'est normal. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On est obligé de toucher aux polarités opposées.
Par contre, le problème, c'est qu'on veut s'accrocher au plein. Quand on goûte du plein, par exemple, je suis amoureuse, je fais l'amour, oh, c'est génial, oh, il est gentil avec moi, il me dit qu'il va rester toute sa vie avec moi et qu'il m'aimera toujours, et ta 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 ta. Bon, d'accord. Alors vous êtes content et vous vous agrippez à cette affaire. Et vous êtes là, oh merde, et puis après, ça s'échappe, il y a une échappée. Ou alors il fait plus ce que vous voulez, ou demain il vous répond plus, ou il part regarder la voisine, ou il y a un problème qui arrive. Vous vous ennuyez, ça peut être un autre problème, vous ennuyez tout seul. Il fait toujours tout ce que vous voulez, ou elle fait toujours tout ce que vous voulez, mais vous vous ennuyez. Pas de bol. Pourtant, vous auriez pensé être toujours dans le plein. Eh bien non, le plein vous échappe, parce que plein vide, plein vide, plein vide. C'est obligé, vous ne pouvez pas... Ou présence-absence, c'est obligé, c'est obligé. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Et c'est intéressant toujours, moi mon invitation ici, c'est de remarquer ça, et de vous amuser à faire des retournements. Si je veux le plein, plus je veux du plein, 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 plus je serai confrontée au vide, vide, vide. Plus j'accepte le vide, plus j'accepte le moyen plein, voire le pas plein, plus je vais être détendue. Donc plus je cherche à me compléter, plus je crois mes histoires d'âme sœur, d'amoureux transi, de couple parfait, de bonheur, de nanana. Plus je crois au bonheur, avec des tas de stratégies diverses et variées, peu importe, là, je suis sur la relation amoureuse, mais je crois au bonheur parce que, je ne sais pas, je vais faire le voyage de ma vie, parce que, je sais pas, on croit au bonheur. En faisant un métier extraordinaire, qui me passionne, en faisant ce que vous voulez. Bon, bref, plus je crois au bonheur, c'est-à-dire je crois un jour j'aurai le plein, et plus je serai confrontée au manque. Que ce ne serait pas vrai, ça ne va pas tenir. La posture est idéaliste, donc ça ne tiendra pas. Plus je fuis la solitude, plus je vais me sentir seule, etc. etc. C'est sans fin l'histoire. Vous avez toujours les polarités opposées. Mais vous pouvez goûter au plein parce que vous vous connectez au vide. Parce qu'il y a des moments de creux, sinon vous ne goûtez pas au plein. Donc appréciez quand c'est là, profitez, faites un youpi, faites une petite fête, félicitez, faites-vous une fiesta. Et partagez votre joie. Et quand il n'y a pas, arrêtez de pleurer sur votre sort toutes les 5 minutes avec la copine. Il me manque. Oui, bah oui, c'est normal qu'il manque. C'est pas si grave que ça. Est-ce que je peux aussi revenir à l'ici et maintenant quand il me manque quelque chose qui n'est pas là, présent? Est-ce que j'arrête de vouloir ce qui n'est pas et d'être disponible à ce qui est là maintenant? Plutôt de vouloir dans ma tête ce qui n'est pas, qui je crois qui me rendrait heureux. C'est très mental, en fait. Voilà. Donc revenez là. Ça aussi, c'est des postures d'habitude, de prendre une habitude d'être content de ce que l'on a et pas de manquer de ce que l'on n'a pas. Voilà. Et donc tout ça, ça se tient. Ou d'être content de ce qu'on n'a pas. Ou d'être content de ce qu'on n'a pas. Voilà, ou d'être content de ce qu'on n'a pas, c'est une autre manière de gérer le vide plein, plein vide. Tiens, c'est marrant, c'est une invitation, voilà une proposition. Réjouissez-vous de ce que vous n'avez pas, parce que c'est exactement l'endroit que vous devez travailler. Et la porte, c'est la solitude. C'est la porte. Plus je me plains de ma solitude, ou plus j'ai peur de ma solitude, plus j'ai une porte d'accès à quelque chose que je vais rencontrer et qui va peut-être se transformer. En tout cas, certainement, ça ne peut pas rester comme ça. Alors, je rappelle que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, pour certains, c'est ce que je dis, c'est ouais, mais enfin, mode d'emploi, comment je vais faire quand je suis seule avec moi, tout de suite je mange, ou tout de suite j'ai envie de prendre de l'alcool, ou tout de suite je veux faire la fiesta, ou tout de suite bref, il y en a qui ne peuvent pas tolérer du tout, ils n'ont pas de marge pour tolérer cette rencontre avec soi, c'est juste pas possible. Donc moi je fais souvent un travail global, je me dis est-ce que vous aimez votre vie? En général non. Les gens qui ne peuvent pas scolter le vide, c'est qu'ils ont une vie pourrie. Globalement, ils n'aiment pas leur vie. Donc, il faut examiner aussi le global. Ils ont plein d'injonctions. Je dois être performant, je travaille trop. Je me raconte que ça me fait du bien, mais en fait, ça ne me fait pas du bien. Donc, il y a une erreur de vue sur le global de leur vie. D'accord ? Après, quand il y a un peu plus de compétences à se rendre heureux, à faire ce qui est bon pour soi, à prendre soin de soi, à ce moment-là, on peut commencer à travailler sur cette affaire de rencontre du vide existentiel, du manque affectif, de la carence, etc. Parce qu'il y a plus de marge, en fait. Le système est stabilisé et on peut plus appréhender cette question du vide
Voilà, on peut plus faire ces bascules-là que quand on est mal, si vous êtes au sous-sol, ça ne va pas le faire. Hein. Vous allez trouver très chouette mon développement théorique et vous allez vous dire, ah, je fais comment là, hein? Je suis au 50e dessous. Oui, donc c'est pour ça que les accompagnements, le soutien des thérapeutes, la formation que je propose aussi, qui est quand même consistante, ce n'est pas un truc qui se fait en 2 minutes. Donc ça donne ce contact, ce soutien, ou le soutien aussi des groupes aussi, qui font ce travail-là, ça permet de pouvoir traverser avec du contenant. Voilà, du contenant, c'est-à-dire je ne vais pas être seule au monde à traverser le truc de la solitude. Parce que c'est trop dur des fois. Vous n'avez pas la marge pour le faire. Et c'est très progressif, ce n'est pas un truc qui se fait tic-tac. J'ai décidé de me mettre sur mon canapé et de me taper le silence, mais j'ai passé ma vie à fuir le vide. Je ne supporte pas le silence. Dès qu'il y a du silence, je mets de la télé, je mange quelque chose, je vais écouter de la musique, je ne peux pas supporter. Donc vous n'allez pas passer comme ça d'un coup à vous faire de la médite. Ou alors, il y en a qui font de la méditation, mais en groupe. C'est plus facile pour eux. Il y a un contenant. Vous voyez ? Donc voilà. Mais c'est important de savoir, de comprendre ça aussi. Pas passer d'un truc à un autre en 2 minutes, quoi. Vas-y, prends le micro. Il est là. Merci. Et après, Voilà, je voulais faire une petite métaphore sur le vide et le désert. On dit que le vide, c'est le désert, que le désert, c'est le vide. Je me suis retrouvé seul en plein désert, en panne avec ma voiture. Je peux vous garantir, c'est pas le vide. Ah oui, que s'est-il passé? Parle-nous de ton expérience, je suis curieuse. Moi, je suis parti de Montpellier en voiture. J'ai décidé de traverser l'Afrique, le désert, et d'aller dans les pays où j'avais déjà vécu avant. Et je suis tombé en panne avec ma voiture, dans le no man's land, entre l'Algérie et le Niger, seul, dans les dunes. Ah oui, c'était anxiogène comme truc, non? Je me suis régalé. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, il s'est passé des choses, c'est ça? À ce moment-là, je crois qu'il y a un instinct de survie qui vient et qui dit je vais réparer ma voiture et puis on verra bien. Ok. Voilà. Et puis si je la répare pas, on attendra que quelqu'un passe par là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Ok. Mais c'est plein. Il y a du bruit, il y a du vent, il y a des animaux. Oui, et si on observe bien, c'est jamais vide. Oui. Il n'y a pas de vide, même dans le désert, il n'y aura pas de vide. La découverte, on est tout le temps à la découverte. Il se passe toujours quelque chose, et c'était intéressant, mais je vous invite quand même à aller lire ou écouter Laurence Krauss, qui est physicien, et peut-être d'autres qui se sont aussi penchés sur cette théorie du vide. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, parce que je trouve que c'est des informations récentes, hein. C'est assez nouveau qu'on s'intéresse à ça, et qu'on découvre qu'à l'intérieur du vide, il n'y a jamais eu de vide. Alors, il y avait des intuitions sur la pensée bouddhiste, tout ça, enfin, ils ont toujours pensé comme ça, mais là, ça se vérifie dans la science, et je trouve ça vraiment passionnant. Il me semble avoir observé que nous, les humains, on est quand même plus attirés par la lumière que par l'ombre. Et on parle souvent de nos qualités, on a un peu plus de difficulté à parler de nos défauts. La lumière nous aveugle peut-être un peu, alors que l'ombre pourrait peut-être nous reposer, je ne sais pas. Oui, c'est ça. La visite du vide, la visite du manque, la visite, c'est un rendez-vous essentiel avec soi-même, en fait. Et c'est beaucoup plus facile, c'est plus courageux, c'est beaucoup plus facile d'aller vers la lumière, c'est-à-dire vers ce qui brille là-bas à l'extérieur, le couple, l'amoureux, je sais pas quoi, le bonheur est là-bas, dans le pré, ou de parler de nos qualités, ou je sais pas quoi, enfin bref, que d'aller visiter cette difficulté existentielle Les gens veulent ou pas l'ombre. parler de l'ombre. C'est pas facile, c'est courageux, ça nous rend vulnérables, ça nous met en contact avec la vulnérabilité. Alors certains ont plus de facilité que d'autres, mais c'est courageux, c'est audacieux. En tout cas, vous avez compris que ce thème du vide affectif, qui parle énormément à nous tous, qui est la source de toutes les problématiques amoureuses, puisque la stratégie la plus facile, qui est connue, pour éviter, pour fuir cette histoire du vide, c'est l'idée du couple romantique, ou l'idée du couple passionnel, ou l'idée je sais pas quoi, d'une présence, même de la sécurité dans le couple. Quelqu'un va être là pour moi, voilà, il est là pour moi, il est là, même si je lui parle pas trop, il est dans la pièce à côté, donc il est là, donc ça me fait une présence, je sens pas le vide.
Et voilà. Donc, vous verrez que toutes les problématiques de la relation amoureuse, elles ont toujours cette origine-là.